Moi, je suis allée à un spectacle une fois, un spectacle de magie, qui avait beaucoup de magie dedans. Moi, j'aimerais bien savoir si la magie, ça existe vraiment, parce que je suis pas certaine. Pourquoi on sait pas trop ce que c'est la vie? J'aime bien aussi, à part les bonbons, j'aime bien les beignets, qu'il y a dessus des trucs bons. Des donuts. Et moi, c'est plutôt le chocolat, parce que j'aime beaucoup le chocolat, tout au chocolat. Les chocolats de Noël, les crêpes au chocolat, les gaufres au chocolat. Et voilà, j'aime beaucoup le chocolat. J'ai mangé des céréales au chocolat. Moi, j'ai mangé des madeleines trempées dans du lait. Moi, j'aime bien les nuggets et les nems. Et j'aime aussi beaucoup la raclette parce que j'aime beaucoup le fromage fondant. C'est parce que moi, je pense que je pense qu'il y a plus d'enfants sur Terre que d'adultes. Moi, j'aime bien faire de la danse indienne avec Léa. On peut apprendre tout seul en observant ou en observant les gens et ensuite en essayant. Mais j'ai un peu appris à nager toute seule, par exemple. J'aimerais bien m'occuper des otaries ou des dauphins parce que j'aime bien ça et c'est joli. Je vous laisse rentrer. On va reprendre avec une deuxième table ronde. Je vais inviter Cora Cohen-Azria, Fanny Delmas et Gaëlle Moreno à me rejoindre. Et Marion Musac à me rejoindre en visio. Comme ça, si ça vous va. Vous avez des verres d'eau aussi, comme vous. Ouais, moi je suis là. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé. Alors on va entamer la deuxième partie de la journée. Tout le monde est bien là? J'attends peut-être une minute que tout le monde s'installe. Vous avez les micros devant vous. Tenez, il vous en faut un troisième. Comme ça, vous en avez un chacune. Normalement, ça marche. Et si ça ne marche pas, ils vont tout de suite. Allez, on va commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes. Table ronde exclusivement féminine. Alors, Fanny Delmas, bonjour. Vous êtes responsable du pôle éducation artistique et culturelle au sein du département transmission et métiers au Centre national de la danse. Vous êtes médiatrice, notamment auprès du jeune public. Comment vous est venu ce goût de la transmission ? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Marion. Je crois qu'il a toujours été là. Et que tout au long de mon parcours, j'ai cherché des outils peut-être pour qu'ils se concrétisent. Très bien. Et vous les avez trouvés, je pense. On va en parler. Gaëlle Moreno, vous êtes responsable de la communication à destination des professionnels et des formations à l'École des loisirs, une grande maison d'édition de livres pour enfants qu'on ne présente plus.
Vous êtes passé par plusieurs maisons d'édition, toujours en lien avec les enfants, avec la littérature jeunesse. D'où vous vient ce goût pour la littérature jeunesse ? Bonjour tout le monde. Contrairement à Fanny, ça n'a pas toujours été là parce que je pense que j'ai grandi, comme beaucoup, avec des livres. Pas une profusion de livres, mais avec des livres. Finalement, c'est un petit peu les portes qui s'ouvrent au fur et à mesure des opportunités qui se font. Et je suis venue à la littérature jeunesse après une fac de lettres basique. Et je suis arrivée dans une première maison d'édition qui s'appelle Didier Jeunesse. Et les choses se sont un petit peu imposées au fur et à mesure, c'est-à-dire que je me suis sentie de plus en plus à ma place dans cet univers, l'univers des enfants et de l'imaginaire, où finalement il y a un petit peu toutes les questions de la vie qui bouillonnent. Et voilà, et j'y suis très bien encore aujourd'hui à l'école des loisirs. Très bien. Marion Musac, bonjour. Vous Bonjour. êtes danseuse et chorégraphe. Dans vos créations, vous aimez faire danser ceux qui ne sont pas des danseurs professionnels, ou en tout cas qui sont des danseurs qui s'ignorent, et souvent des enfants ou des adolescents. Pourquoi ? C'est vrai que alors c'est pas le cas de tous les projets, mais c'est vrai que pour beaucoup de projets que j'ai pu mener, j'aime effectivement faire danser des personnes qui n'ont pas forcément la technicité attendue, par exemple, de la formation du danseur. Ça me plaît, je pense, de voir surgir la fragilité et d'en faire certainement un geste poétique. En tout cas, c'est ce que je trouve extrêmement touchant et c'est ce que j'aime mettre en scène, je pense, au sein de petites communautés éphémères, comme la plupart des projets que j'ai menés jusqu'alors. Très bien. On va en parler plus en détail aussi. Cora Cohen-Azria, bonjour. Vous êtes professeure des universités à Lille en sciences de l'éducation et de la formation. Vous travaillez sur les liens entre école et musée et sur les visites scolaires et familiales dans les musées et sur l'enseignement et les apprentissages des sciences. Beaucoup de choses. Et alors, pourquoi le jeune public vous intéresse-t-il particulièrement ? Pourquoi le jeune public ? Alors, parce que quand on dit le jeune public, on a l'impression qu'on a quelque chose peut-être d'homogène, c'est dit au singulier, le jeune public. Et ce qui, moi, m'intéresse dans ce public-là, c'est que justement, il est pluriel, mais pluriel sur plein de plans. C'est-à-dire que, d'une part, le jeune public, si on donne des bornes, on peut vraiment les donner dans tous les sens. On pourrait dire 0, 10, 0, 13. Bon, ça, c'est évidemment que ça se discute. Mais ce que je veux dire par là, c'est que entre 0, 10 ou 13, les mois comptent. Et d'ailleurs, à l'école maternelle, on ne donne pas l'âge des enfants en années, on le donne aussi en années et en mois. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà cette pluralité. Il y a une autre pluralité qui vient que quand on travaille avec le jeune public, il est dépendant du contexte dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'un jeune public, ça peut être un enfant avec sa famille, ça peut être un élève avec sa classe, ça peut être un visiteur au musée, mais ça peut être un enfant visiteur, un élève visiteur. Et donc, il y a ce contexte-là qui va le nommer différemment, qui va lui demander implicitement ou explicitement d'être un statut particulier à ce moment-là, et ça m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire toute cette pluralité. Et puis, il y a quelque chose aussi, peut-être que je vais répondre, je suis en train de me dire là, par la négative, j'entends souvent des gens qui disent, moi je travaille avec les jeunes enfants au musée, parce que ce sont les visiteurs de demain, et alors surtout, je ne travaille pas avec les jeunes visiteurs pour ça, parce que pour moi, ce ne sont pas les visiteurs de demain seulement, ce sont des visiteurs à part entière dès aujourd'hui. Et donc là, il y a quelque chose de très important à réfléchir avec le jeune public, c'est que c'est un visiteur qui va se transformer avec le temps et qui commence justement, dès 0 ans, quand on va l'amener dans ces nouveaux espaces, à devenir un visiteur de ces lieux. Et c'est une formation tout au long de la vie. Vous m'offrez une parfaite transition. Comme je l'expliquais ce matin, je ne sais pas si tout le monde était là ce matin, mais nous sommes dans un colloque qui parle de l'enfance, qui donne la part belle
aux enfants, mais il n'y a pas d'enfants, il n'y en a pas sur la scène, il n'y en a pas dans le public. Même s'il y a la grève des écoles, ils ne sont pas là. Et donc, on a décidé de les faire exister un peu ici. Donc, j'ai interviewé 3 enfants qui seront nos petites invités et qui interviennent par moment, qui interviendront par moment dans les tables rondes. Donc, on va les écouter. On va écouter nos 3 petites invitées nous parler de musées. Moi, j'aime beaucoup les musées, mais les musées que je préfère, c'est pas forcément les musées avec que des tableaux. J'aime beaucoup les musées où il y a des tableaux, des sculptures, un peu de tout. Moi, je suis déjà rentrée dans un musée. J'ai pas du tout aimé les tableaux, mais je préférais 100 fois les statues. Ouais, même 1000 en fait. Nous, dans les vacances, on est allé dans un... Je crois pas que c'est un musée, mais en tout cas, il y avait plein de statues. Ah oui, au Louvre. On était allé au Louvre et il y avait des plein de trucs... comment on dit? Non, pas Japon. Oui. En Joconde. Il y avait plein de trucs super beaux. Il y avait même un tableau de Mona Lisa. C'est quoi Mona Lisa? C'est une fille. Est-ce que vous voulez réagir à ces paroles? Alors, ce qui est à la fois pas surprenant, parce que c'est ce qu'on entend souvent, mais en même temps que j'ai envie de pointer ici, c'est que ces enfants disent quelque chose de ce qu'elles ont rencontré au musée, c'est-à-dire ces objets qui ponctuent leur visite. Elles disent quelque chose de si elles aiment le musée ou pas, avec une sorte d'ambiguïté entre est-ce qu'on parle du musée ou est-ce qu'on parle des œuvres. Et donc là, il y a quelque chose à désamorcer, peut-être dont on parlera tout à l'heure. Est-ce qu'elles ont saisi le fait que c'était une exposition? Elles ne sont pas entrées dans un musée, mais dans une exposition écrite pour le public. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est absent du discours, c'est ce qu'elles y ont fait, à part le fait d'avoir vu et aimé ou ne pas aimé. Alors que nécessairement, durant cette visite, elles ont eu une activité spécifique, elles ont fait des choses, mais c'est comme si elles disparaissaient dans leur activité au profit de l'œuvre. Donc je découvre ces propos et c'est ce qui me saute aux oreilles. D'autres réactions peut-être, je ne sais pas. Ça me permet de continuer en disant que justement, qu'est-ce qu'on fait dans un musée ou dans un lieu culturel, ou qu'est-ce qu'on fait avec un objet culturel? Nous, on vit dans une société, en France particulièrement, je crois, où on demande beaucoup aux enfants de rester calmes, de se canaliser, d'être immobiles, silencieux. Il y a beaucoup de consignes qui se font à la négative, ne bouge pas, ne fais pas de bruit, etc. Je pense que vous êtes toutes d'accord et que toutes, dans vos activités, vous essayez de changer peut-être ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Quel constat vous pouvez faire là-dessus? Je ne sais pas si une de vous veut... Cora. Alors effectivement, c'est très juste que les musées sont encore associés dans les discours sociaux autour de ces interdictions. On sait que dans un musée, on ne doit pas crier, on ne doit pas courir. C'est des choses qu'on entend très régulièrement. Alors que ce qu'on pourrait faire ou ce qui est autorisé de faire est très peu dit. Qu'est-ce que je peux faire au musée? Alors certes, je peux observer, mais je suis aussi en relation avec des œuvres, avec une exposition, avec les autres qui m'accompagnent, et je suis nécessairement dans le mouvement. Une exposition n'existe pas si les visiteurs ne déambulent pas, si les visiteurs ne sont pas présents par leur corps. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue autour de ça. Et alors là, il y a quelques images de recherche qu'on a pu faire où on voit les corps fonctionner tout à fait différemment selon les contextes de visite. Si on est avec des familles, si on est avec les classes, on va voir le corps contraint ou libre de se mouvoir et donc finalement créer des visites singulières. Et justement, ah oui, pardon Fanny. J'avais peut-être envie de compléter du côté du spectacle vivant, parce que dans le théâtre, il y a également beaucoup d'interdits. Quand on accueille des classes pour voir un spectacle, on leur parle beaucoup déjà, et puis après on leur dit ne parlez pas. On leur dit vivez votre propre expérience, mais quand même, on va vous expliquer ce que le spectacle raconte.
On leur dit aussi, vous allez voir des corps danser, mais vous restez bien sage sur votre siège. Et peut-être que c'est toutes ces injonctions paradoxales qu'on essaye de déjouer, de travailler, pour peut-être, oui, dire vivez votre propre expérience et on va vous donner des outils pour ça. On va vous préparer physiquement plutôt que préparer par le dialogue. Et puis on va vous laisser aussi rire, pleurer, crier et peut-être un peu chuchoter avec vos camarades, parce que c'est ça aussi qui vous permet de vivre l'expérience de spectateur devant un spectacle. Et puis si on parle de musée, on parle de spectacle vivant, là moi je parle de livres, et c'est vrai que alors c'est pas forcément des interdits qui sont qui vont forcément systématiquement avec le livre, mais on aura tendance à dire à un enfant, même au sein de la maison, de lui dire de s'asseoir et d'écouter et de ne pas bouger parce que on pense que ça va ensemble, alors que c'est bien tout l'inverse justement, et c'est ce qu'on essaye, enfin en tout cas moi dans mon travail, c'est ce que j'essaie de casser un petit peu comme préjugé, que tout le corps de l'enfant lit. Voilà, peut-être qu'on en parlera après, mais ça fait partie des choses qu'on essaie d'évoquer et de montrer qu'un enfant qui bouge, un enfant qui ne regarde pas forcément le livre n'est pas un enfant qui n'écoute pas, bien au contraire, et on associe le fait de bouger au décrochage de l'histoire, alors que, bien au contraire, peut-être qu'il le vit encore plus, qu'il vit encore plus l'histoire en bougeant. Mais justement, alors ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, de plus en plus en tout cas, que l'enfant a besoin de bouger pour apprendre, pour entrer dans l'apprentissage. Est-ce que c'est vrai ? Je m'adresse à vous, Cora Cohen-Azria, parce que vous êtes la chercheuse de la bande. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que qu'est-ce qui apprend dans l'enfant ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur cette séparation entre, il y aurait, c'est ce qu'on disait ce matin hein, aussi déjà, l'esprit et le corps, et donc l'enfant devrait apprendre, ou devrait au fur et à mesure apprendre avec l'esprit. En fait, il apprend avec tout son corps. Et on voit très bien, et alors ceux qui sont dans la salle l'expérimentent au quotidien, dans les musées, dans l'accueil des jeunes, les personnes qui y travaillent savent très bien que ce qui est proposé pour les plus jeunes, c'est vraiment un travail à partir du corps. L'image qu'on va prendre les élèves de maternelle et qui vont être assis, c'est pas véritablement ce qui se passe. Il se passe énormément de choses, le mime, la zoogime, comprendre la reptation avec son corps. Donc effectivement, l'enfant va être traversé par toute une série de choses. Il va se déplacer, et en se déplaçant, il va voir autrement. Il va se fatiguer dans le musée. Donc à un moment donné, voilà, il y a même des espaces qui peuvent être pensés pour les plus grands pour s'allonger, et tout d'un coup, le point de vue s'ouvre. Donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être que ce sont les adultes qui accompagnent, et pas les professionnels de l'enfance, mais les adultes qui accompagnent, et parfois les parents qui ont tellement appris à contraindre leur corps dans les espaces culturels qu'ils maintiennent ça avec les petits. Mais finalement, c'est le corps entier qui apprend. Et par l'expérience, on apprend. Parler du squelette devant un animal naturalisé, ça a très peu de sens. L'animal est naturalisé, le squelette n'est pas visible, mais tout d'un coup dire... Tu vois cet animal, alors si j'en parle, c'est parce que je l'ai observé dans mes recherches, touche ton bras, qu'est-ce que tu touches ? Ah, c'est dur. Ok, donc là, il y a eu un geste, il y a tout d'un coup des mots qui sont mis sur ce geste, et le corps participe de cet apprentissage. Et ça m'interpelle parce que justement, ce que j'ai entendu plusieurs fois ce mot d'apprentissage lié au mot d'expérience. Même ce matin d'ailleurs, alors que je ne m'y attendais pas forcément, le mot expérience revient beaucoup. Et donc il y a le philosophe américain George Santayana qui a écrit « La plus grande difficulté de l'éducation, c'est de transformer les idées en expérience ». Je pense à vous, Fanny Delmas, parce que je sais que vous dites, quand vous expliquez ce que vous faites, vous dites que vous faites entrer les gens dans une expérience de la danse. Et vous le faites en utilisant plusieurs types de médiation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les types de médiation que vous employez ? J'aurais envie peut-être précédemment de dire que oui, l'expérience, mais encore faut-il que l'expérience fasse sens
pour la personne qui la vit. Et peut-être qu'il peut y avoir un biais dans cette utilisation et ma propre utilisation du mot expérience, dans le sens où oui, nous, médiatrices, on met en place les conditions de l'expérience et surtout, on met en place des conditions pour que l'expérience, elle fasse sens pour chacun. Chaque enfant, chaque adolescent est singulier et va avoir sa propre manière d'entrer. Par exemple, dans la danse, notre entrée principale, et Marion, je pense, en parlera, c'est le corps. On va être dans une pratique corporelle. Pour autant, pour certains enfants ou adolescents, à ce moment-là de la proposition, c'est trop complexe. Et donc, nous, notre travail dans le champ de la médiation, c'est de multiplier les pratiques et de multiplier les entrées pour que cet enfant ou cet ado, il puisse rentrer dans cette expérience. Donc, si l'expérience de corps, pour lui, va être complexe, dissociative, où il ne va pas arriver à sentir ses propres émotions, sensations ou physicalité, on va lui permettre de raconter cette expérience, de la verbaliser, de la dessiner, de la regarder, de la poétiser, et c'est tout ce qu'on travaille dans les pratiques, qui vont être vraiment de multiplier les entrées pour que l'expérience fasse sens pour l'élève. Et justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples par exemple, oui, j'avais envie de vous partager une expérience enfin, je redis le mot expérience, faut que j'arrête. Une médiation autour de la culture chorégraphique. La culture chorégraphique, donc c'est l'histoire de la danse. On va peut-être qu'il y a une manière, c'est de raconter une histoire occidentale ou des histoires extra-occidentales de la danse en montrant des vidéos et puis en racontant. Nous, ce qu'on invente, par exemple, c'est des times up ou des blind tests où on permet là, par exemple, des groupes classes, à des élèves, de rentrer dans la culture chorégraphique par une entrée d'apprentissage dynamique qui va, eux, les mettre en jeu. Et l'outil jeu fait partie beaucoup de nos pratiques pour que ça soit plus proche d'eux. On peut aussi travailler sur des visites des théâtres qui vont être des visites sensorielles où à un moment faire la focale sur un sens spécifique de l'enfant va aussi lui permettre, plutôt que de raconter ce qu'il y a dans le lieu, d'écouter les sons et du coup d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir et de peut-être raconter la danse qu'il entend par les sons ou les usages du lieu. Oui, allez-y, bien oui, sûr. Parce qu'en fait, je trouve ça très, très intéressant. Et la notion d'expérience, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus mobilisé pour dire la visite au musée. De plus en plus, on parle d'expérience de visite pour sortir de cette notion-là de visite. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, c'est de le mettre en jeu. Et je l'ai entendu autrement au début. Je n'avais pas entendu le JEU, j'avais entendu le JE. Voilà, et le mettre en jeu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ton expérience de visite t'appartient. Tu es dans un groupe, donc ça veut dire c'est pas des individus les uns à côté des autres et chacun fait ce qu'il veut et puis au mépris des autres, pas du tout, mais c'est bien, moi je suis là, ma visite sera unique dans ce groupe-là. Et donc c'est cette mise en jeu aussi qui est très intéressante dans l'expérience de visite au musée. Et ça me donne l'occasion de rebondir moi aussi sur ce mot de jeu, mais jeu, J-E-U, parce que ça me fait penser à Gaëlle Moreno, ce que vous pouvez entreprendre dans la formation des professionnels de l'enfance autour justement de l'expérience de lecture. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place, qui sont de l'ordre de la formation. Donc là, c'est à destination des adultes qui eux-mêmes ensuite vont transmettre. Oui, je pense que c'est important de préciser que pour le coup, à la différence de mes consoeurs qui sont là, je ne suis pas en direct avec les enfants. Je fais un travail de médiation. On en parlait un petit peu ce midi avec ma collègue Dominique Masdu, que je salue, qui est là. On a créé, en fait, on travaille ensemble en direction des professionnels du livre et de l'enfance, parce que c'est très important pour nous de toucher les professionnels de l'enfance très largement. Et l'idée, c'est de leur proposer à la fois de la formation. Alors, quand je parle de formation, en fait, c'est certes une formation littérature de jeunesse. Alors, on est d'accord, c'est école des loisirs.
mais aussi une formation sur le développement de l'enfant, c'est-à-dire comment appréhender le livre auprès des enfants, c'est aussi en apprendre un petit peu plus sur eux. Donc ça, c'est le premier axe qu'on a cherché à développer. Et dans cet axe-là, il y a déjà la notion d'expérience, parce qu'on essaye d'aborder à la fois des choses théoriques, mais aussi des choses qui sont pratiques et qui leur permettent de vivre l'expérience du livre, eux aussi, puisque on voit un petit peu des enfants. Alors, sur l'expérience qu'on propose en termes de formation, on va proposer aux professionnels du livre de venir chez nous, en numérique ou en présentiel, peu importe. Ils vont faire des formations sur le développement de l'enfant, mais aussi, par exemple, ils peuvent venir faire un atelier avec Christian Woltz pour eux-mêmes créer des personnages à partir de matériaux recyclés, c'est la spécialité de l'illustrateur, l'auteur Christian Woltz. Voilà, on le voit là. On leur fait faire aussi, par exemple, des analyses de 5 versions de Boucle d'Or pour essayer de comprendre les différences de structure narrative ou d'interprétation de l'illustrateur. Donc ça me semble très important d'être acteur de sa propre formation et donc d'être dans le jeu J-E-U et J-E. C'est vraiment important pour être ensuite, mais finalement, dans une transmission, je pense, plus simple et plus naturelle de l'imaginaire, de l'histoire, de la littérature jeunesse. Et puis ensuite, le deuxième axe qu'on développe, on s'est rendu compte que, alors ça c'est vraiment au fur et à mesure de notre contact avec les professionnels, que l'animation d'un établissement était importante. Alors ils sont tous très créatifs, les professionnels du livre et de l'enfance, mais nous aussi, et donc on leur propose des choses qui sont un peu au-delà du livre, qui font un pas de côté, mais voilà, on revient toujours au livre finalement et à l'histoire. Et donc là, par exemple, on voit des enfants qui font un escape game cornebidouille. Là, on était dans une école, c'est le genre de choses qu'on propose sur notre espace ressources, qui sont toujours en prêt, et on propose vraiment de l'animation clé en main pour les établissements professionnels. Ce qui est génial, là, ce que j'aime beaucoup dans cette expérience-là, c'est que donc on était allé dans une école du 20e, une REP+, où les enfants peuvent être très éloignés du livre. Ça, c'est très important aussi, je le précise, dans notre travail de médiation qu'on fait, c'est pour toucher des publics éloignés du livre aussi. L'accès à la lecture pour tous, désacraliser un petit peu aussi la littérature, le livre. Et donc là, on avait fait un escape game dans une école. Et quelques mois plus tard, les enfants ont eu l'occasion d'aller en librairie avec leurs enseignants, avec un chèque livre. Et donc, les enseignants m'ont envoyé cette photo des enfants qui étaient allés chercher Cornebidouille tout de suite, parce que c'était familier, en fait. Ils avaient vécu l'expérience du jeu, de la lecture, et donc c'était devenu un objet familier. Voilà. Ça me fait très plaisir quand je vois ça. Je comprends. Pour continuer à parler de ces expériences justement qu'il faut vivre, on va parler avec Marion Musac, que je ne vois pas d'ailleurs en régie. Je veux bien qu'on la voie ici. Donc Marion Musac, vous avez créé en 2022 votre premier spectacle à destination des tout petits, vraiment des bébés. C'est un spectacle qui s'appelle Le Petit B. On va en visionner un petit extrait avant d'en parler. Alors voilà, c'était un extrait de Le Petit B, spectacle de Marion Musac. Marion, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment est né ce projet et comment vous avez reçu cette idée ?
Alors, le projet, il faut que je précise que le projet est donc une commande, en fait, du Centre de développement chorégraphique national de Roubaix, qui s'appelle le Gymnase, qui porte le nom du Gymnase, et qui, depuis finalement l'élan du ministère de la Culture, avec une sorte de direction envers la jeunesse qui s'appelait La Belle Saison, s'est un peu emparé de l'idée et a créé un réseau qui s'appelle le réseau Loop, avec lequel il décide de proposer à un artiste de créer une pièce pour le jeune public. Donc jusqu'alors, plusieurs pièces ont été créées par différents chorégraphes, avec toujours une sorte de, on va dire, de cahier des charges. Il fallait que ce soit un duo, enfin voilà, de certaines conditions. Et la dernière proposition qu'ils ont eu envie de faire, c'est un spectacle qui s'adresse, puisque voilà, il existe désormais. C'est un spectacle pour vraiment les tout petits, c'est-à-dire à partir de la crèche. Et j'ai fait partie des personnes auxquelles ils ont pensé pour faire ce projet. Je les en remercie d'ailleurs toujours parce que c'est chouette, ce projet a une super longue vie, donc on est très heureux de ça. Mais je dois avouer que lorsque le projet m'a été proposé, j'ai pas dit oui immédiatement parce que j'étais pas sûre d'être en capacité de répondre à cette commande parce que voilà, vraiment les tout petits à partir de la crèche, c'est un public très particulier. Même si, comme vous l'avez dit en tout début d'après-midi, voilà, j'ai travaillé avec des ados, avec des enfants, etc. Mais là, c'était pour moi encore un autre domaine. Et puis bon, finalement, en y réfléchissant un tout petit peu plus, en essayant de cerner un peu les choses, je me suis dit que voilà, on était peut-être en capacité de relever le défi, mais plusieurs facteurs en fait m'ont stimulée par rapport à ça, que je peux nommer parce que je pense que ça a son importance. On avait passé avec une partie de l'équipe, une partie des danseurs, pendant le confinement, on avait fait une résidence dans une école maternelle à Saint-Étienne-du-Rouvray, classée REP++. Et on avait été très surprise parce que ces enfants qui étaient voilà, dans des conditions, évidemment, on peut l'imaginer, sociales un peu complexes, avaient assez peu accès au langage de la toute petite section. Bon, ça, on pouvait encore l'entendre, mais jusqu'à la grande section. En fait, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient en difficulté avec le langage. Et à ce moment-là, en fait, de cette période de pandémie, en fait, la plupart des adultes étaient masqués. Donc, qui dit masqué dit, voilà, tout ce qui est expression du visage, tout ce qu'on peut faire passer au niveau des émotions, les sourires, enfin les contrariétés, etc. Toutes les émotions, en fait, elles étaient complètement tronquées. Et c'était, on a été avec les deux danseuses interprètes avec qui j'étais assez surprise de cette situation et en se demandant mais qu'est-ce que c'est déjà peut-être pas évident l'accès au langage pour ces enfants-là, mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va risquer d'être encore pire. Bon, ça a été un facteur assez déterminant parce qu'on ne savait pas, évidemment, quand la pandémie allait s'arrêter, etc. Donc, je pense que ça a été une envie forte, sans se sentir sauveur d'une situation, mais en tout cas, une prise de conscience forte que peut-être que si on arrive à rentrer en dialogue avec des enfants petits, quel que soit d'ailleurs le langage, parce que du coup, le nôtre, pour la danse, c'est plutôt un langage infravernal, passe pas par la parole, mais s'il se développe aussi ou en parallèle, peut-être il y a quelque chose à gagner à cet endroit-là. Et puis après, de façon assez personnelle, moi, c'est un moment de ma vie que j'ai beaucoup aimé avec mes deux enfants qui sont ados aujourd'hui. Mais j'ai un souvenir très fort de ça, un souvenir très positif en fait de toute cette relation et de toute l'observation de ce qui se trame tout autour de nous quand on est maman et quand on est comme ça avec des nouveau-nés. Mais je me suis posé la question de le souvenir est fort. Je pense comme beaucoup de parents, on a ces moments qui restent très forts dans nos mémoires. Mais est-ce que j'étais en capacité d'aimer ça à nouveau alors que mes enfants s'approchent de l'âge de 16, 18 ans? Est-ce que c'est voilà, juste un souvenir ou est-ce qu'on est en capacité de retravailler avec ces âges-là et apprécier tout autant ces univers-là en fait? Donc voilà, en fait, le projet, il a démarré comme ça. Et puis, en fait, la grosse question de départ, c'était, puisque vous en avez parlé juste avant, c'était de savoir qu'est-ce qui était possible pour les enfants, qu'est-ce qu'on laissait comme terrain de réaction aux enfants, en fait.
C'est-à-dire que soit on était dans un dispositif spectacle, donc avec un rapport classique et traditionnel, on est assis et on regarde, mais on était tous convaincus que c'était pas très adapté, pour les raisons que vous avez invoquées. Et d'un autre côté, on était un peu, c'était des questions un peu complexes parce que la réaction permanente, ou en tout cas totalement autorisée et sans frontières, est-ce qu'on était aussi en capacité de la gérer? Et est-ce que dans ce cas-là, on n'allait pas basculer vers quelque chose plus de l'ordre de l'atelier ou l'animation? On avait quand même envie de faire une pièce, puisqu'on fait des pièces pour les plus grands, on pouvait faire une pièce pour les tout petits. Et donc, en fait, on a eu de cesse de travailler à cet endroit-là, on va là, mais pas trop, mais un peu, mais voilà. Donc, c'est pour le coup, pour nous, beaucoup d'expérience. Le mot expérience est revenu beaucoup, mais tout à l'heure, au début des prises de parole, mais je crois que le danseur, il ne fait que ça, en fait, il ne fait que des accumulations d'expérience pour essayer de trouver quelque chose qui est à peu près tangible, en fait. Oui, d'ailleurs, particulièrement avec ce public qui est quand même très spécifique, les tout petits. Et donc, dans la vidéo, on ne voit pas forcément comment le public se comporte. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'ils interagissent ou agissent, ou comment ils observent? Ça dépend en fait, peut-être. Oui, exactement. Tout dépend parce que voilà, je pense que le rythme des enfants n'est pas le nôtre. Donc, selon les moments de la journée, c'est différent. Selon la période aussi, quand peut-être, je sais pas, quand on approche de Noël, on dit toujours qu'il y a une forme d'excitation. Donc voilà, fin d'année, les enfants ont grandi, donc il s'est aussi passé quelque chose. Donc c'est pas, je pense qu'on peut pas le décrire comme un public d'adultes qui verrait une pièce, mais c'est amusant parce que vous avez beaucoup parlé de l'enfant qui est en mouvement voilà, pour évidemment qui déambule dans le musée, ou c'est pas parce qu'on est en mouvement qu'on peut pas apprendre ou qu'on peut pas lire. Mais ce qui est assez amusant, c'est que dans le spectacle du Petit B, chez les tout petits, il y a souvent un arrêt et ils sont vraiment dans l'observation. Donc c'est presque tout l'inverse de ce qui a été dit tout à l'heure. Mais il y a aussi évidemment des enfants un tout petit peu plus grands qui vont réagir, mais c'est assez génial parce que souvent ils se mettent debout et de façon très immédiate et intuitive, ils reproduisent ce que les danseurs sont en train de faire. Et ça, souvent, c'est juste magique en fait. Parce que voilà, il y a une spontanéité et déjà une relation qui se fait par le corps. Donc ça, c'est très bien. Oui, c'est les corps qui s'expriment. Absolument. Très bien. Alors, justement, en parlant de corps, Gaëlle Moreno, on pourrait penser que lire n'implique que très peu le corps, seulement les yeux et les mains, a priori. Mais évidemment, vous allez nous expliquer pourquoi, en fait, non. Alors, je ne suis pas spécialiste de ça. En général, pour aborder ces questions-là, c'est vrai qu'on s'appuie sur des personnes qui sont spécialisées. Je vais en citer ne serait-ce que deux là, qui me viennent. C'est Chloé Séguré, qui est formatrice et lectrice petite enfance, et Joël Turin, qui est critique littéraire et journaliste, qui a écrit un livre qui s'appelle Petits enfants, grands lecteurs, et qui a fait tout un chapitre sur le corps qui lit. Je rebondis sur ce que disait Marion. Les enfants qui se lèvent pendant le spectacle et qui reproduisent le mouvement, en fait, ça, on l'observe aussi, nous, avec des enfants qui lisent. Donc, des enfants qui, par exemple, je vais citer Zouza, je ne sais pas si les gens connaissent Zouza, mais c'est une petite fille très, très impertinente. C'est un album. Alors, on voit Chloé qui est en situation de lecture avec un petit. Je fais un petit... Alors, Chloé Séguré, donc lectrice petite enfance et formatrice, qu'on fait beaucoup intervenir justement sur le développement de l'enfant. Si vous avez l'occasion de l'écouter, elle est assez passionnante parce qu'en plus elle allie le théorique et le pratique, donc c'est vraiment très intéressant. Et donc là, elle est en train de lire un livre à un petit qui ne voulait pas du tout s'asseoir, mais alors elle ne lui propose pas de s'asseoir au départ, mais voilà, elle y va avec le livre, et donc lui, il a décidé de rester debout, et il est même sur un jeu, si on voit d'autres photos, il est même sur un module de jeu, mais il suit parfaitement la comptine, parce que là, en l'occurrence, c'est une comptine, il la suit parfaitement, et si elle s'arrête de lire ou de chanter, il revient vers elle. Donc c'est très important. Elle en parle vraiment très bien. Je vous invite à l'écouter.
Et donc, je disais, je faisais un pont avec ce que disait Marion sur l'enfant qui lit. Là, on voit un enfant qui lit debout. Et donc, par exemple, Zouza, il y a des expériences, je l'ai lu dans le livre de Joël Turin, qui dit qu'il y a, dans une de ses expériences de lecture à voix haute, l'enfant reproduit totalement la position de Zouza qui fait des grimaces. Voilà, c'est cette page-là. Et donc voilà, donc tout le corps de l'enfant lit, ça c'est clair et net. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Et donc ça fait partie des choses qu'on essaye de mettre en avant dans nos formations, en faisant intervenir des spécialistes. Voilà. Et donc justement, donc ce corps en mouvement, Cora, il est aussi mobilisé dans les musées. On en parlait tout à l'heure, donc ça va être l'occasion d'approfondir. Donc vous défendez vraiment l'idée que les musées sont des espaces sociaux et qu'il y a des façons actives de les visiter. Est-ce que vous pouvez nous les raconter ? Oui, alors je reviens sur le fait de défendre ou pas. Alors j'observe, j'étudie, je ne sais pas si je défends, mais je constate effectivement qu'il y a énormément de propositions qui sont faites aux enfants, aux plus jeunes, pour travailler à partir de leur corps. Donc effectivement, ils sont en mouvement visible. Donc là, vous arrivez à voir ce qui peut être proposé dans les musées par rapport à ça, mais il faut garder en tête que le mouvement, il pourrait ne pas être visible, qu'un enfant en activité n'est pas nécessairement un enfant qui bouge. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut être dans le mouvement et être dans l'inactivité totale par rapport à ce qui se passe autour, et juste dans un mouvement vide. On peut être aussi dans une apparence d'inactivité alors qu'il y a une activité très forte. Et donc, je crois qu'il y a dans ce que vous venez de dire de l'espace social, il y a deux temps pour moi. Il y a celui qui est lié à l'activité qu'on va proposer à l'enfant en tant que tel, où on prend en compte son corps, et puis il y a le lieu. Le lieu, c'est une exposition. Une exposition, c'est quoi ? C'est un espace qui a été écrit par des concepteurs. Et finalement, sans visiteurs, l'espace n'existe pas. Donc le jeune enfant arrive pour participer depuis sa place à l'existence de cette exposition. C'est-à-dire qu'il arrive pour interpréter, pour donner du sens, le sens que lui peut construire dans cet espace. Et ça, c'est une mise en activité très forte. Et donc peut-être aussi, à un moment donné, on pourrait se dire que l'activité, certes, c'est le corps, mais c'est où je suis là. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, je suis en position de lecteur, que je sache déchiffrer ou pas. Je suis à côté de celui qui lit, ou alors je lis à ma façon, ou je regarde les images, mais je suis dans la position du lecteur. Il y a quelqu'un qui me raconte une histoire à travers le livre. L'exposition, il y a un récit qui est fait. Et moi, je suis en position d'interprétation. Si on présente ces lieux-là comme des espaces sociaux où chacun va construire son interprétation, la mise en activité, elle se fait d'elle-même par la nature du lieu. Très bien. Et justement, pour revenir à cette idée de circulation de mouvement, Gaëlle, on a passé des images qu'on n'a pas eu le temps de commenter, oui, par rapport aux Olympiades de la lecture. Oui. On va revenir juste 5 minutes dessus, à rebours. Les Olympiades de la lecture, c'est un projet qu'on met en place cette année, puisqu'on a, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les Jeux Olympiques là, qui ne vont pas tarder. Et donc, on entendait aussi parler donc, des Olympiades culturelles. Et on s'est demandé comment associer lecture et sport. Et finalement, on a décidé de faire de la lecture un sport en proposant aux établissements, qu'ils soient, que ce soit des établissements scolaires ou des bibliothèques, de mettre en place des Olympiades de la lecture. Alors, on a transformé les épreuves des JO en épreuves de lecture. Donc, les enfants vont avoir l'occasion de créer leur équipe, de lire en relais, de faire de la lecture d'obstacles. Alors, on se demande ce que c'est que la lecture d'obstacles, mais ils vont choisir eux-mêmes de faire sauter des lettres, des syllabes, j'en sais rien. Ils seront libres. Nous, on ne fait que proposer une activité, et après, ils sont libres d'en faire vraiment ce qu'ils veulent.
Et puis voilà, donc c'est un projet qui nous tient à cœur. On est très contents. On rencontre, enfin en tout cas, le projet rencontre du succès, donc c'est chouette. Et je voulais juste rebondir sur parce qu'on parle en effet du corps, on parle des musées, on parle de la danse, on parle des livres. Et c'est vrai que par exemple, enfin pour moi tout est relié. Ce sont des objets culturels qui impliquent le corps. Et notamment, par exemple, on va faire ici même un colloque sur le corps en mouvement. Ça me semblait important de le préciser parce que ça fait écho et je me rends compte que tout est relié. Je ne fais que croiser des gens depuis qu'on a décidé de faire ce projet-là qui sont finalement quelque part de près ou de loin en lien avec ça. Et donc on va faire danser les albums avec un chorégraphe. Donc voilà, je voulais le préciser parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Ce sera en mai. Et donc, on fait intervenir un danseur chorégraphe qui s'appelle Thierry Thionyang et qui va aller dans des écoles, faire des ateliers avec des enfants autour du corps et du livre, de la danse et de la littérature jeunesse. C'est intéressant justement ce lien avec la danse parce que là, je remarque que les musées et le monde du livre, c'est des univers qui sont extrêmement sacralisés avec voilà ce qu'on disait tout à l'heure, ces injonctions à ne pas faire de bruit, à ne pas abîmer, à ne pas toucher, etc. On dirait que la danse est un petit peu à côté, qu'il y a moins cette sacralisation, en tout cas en apparence, mais j'imagine bien que c'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est pas plus intellectuel comme sacralisation et comme petite peur, timidité je vous regarde, Fanny, mais Marion, je suis tout à fait intéressée par votre... C'est juste que je vous vois moins, mais vous pouvez tout à fait réagir aussi. Marion, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je t'en prie, tu as le micro. Parce que j'ai envie de dire, il y a deux types de sacralisation dans la danse. Ouais. Il y a la sacralisation de l'espace théâtral, voir un spectacle, c'est un espace sacralisé. Et il y a la sacralisation de la pratique. Et quel type de pratique on fait, dans quel espace, quel type de pratique est légitime. Par exemple, quand on va dire aux enfants, on va faire une pratique de danse contemporaine et là, pendant 1 heure, on va marcher. Alors, c'est pas une pratique sacralisée pour eux, mais c'est une pratique très, très, très bizarre et très, très, très étrange. Beaucoup plus que des... peut-être, on parlait à midi de la K-pop, qui en ce moment... requiert l'intérêt des enfants. Donc il y a ces deux types de sacralisation, en tout cas d'écart dans les us, dans les pratiques, les usages qu'on doit défaire ou attirer de côté. Et depuis ce matin, je crois qu'on partage un peu tous l'idée d'apprendre dans une dynamique, dans le corps, par des entrées multiples. On parle beaucoup des enfants aussi et de comment ils existent dans un monde incertain, que l'apprentissage est incertain. Il me semble, un pan qui est moins nommé, qui est le pan des adultes, et de comment nous, en fait, on les accompagne à ça, comment les adultes qui accompagnent les groupes s'autorisent à rentrer dans l'inconnu, sont aussi... désacralisent les espaces, et vous en avez parlé, Cora, désacralisent les espaces dans lesquels ils sont, parce que si en tant que médiatrice on dit, alors là, dans la salle de théâtre, tu as le droit de rigoler si tu as envie de rigoler, mais qu'à côté, il y a un adulte qui leur dit non, c'est interdit. Donc je crois qu'on a tous un travail, nous, d'adultes, de comprendre là où on est l'enfant, de comment on peut s'autoriser aussi à faire un pas de côté par rapport à nos propres apprentissages, nos propres acquis, nos propres cultures, des lieux culturels, et que c'est ce regard sur soi, adulte accompagnateur, qui me paraît très important. Marion, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en fait, moi, ce que je voudrais rajouter, donc c'est super ce que dit Fanny, est tout à fait juste. Mais nous, par exemple, on a vécu une expérience assez intéressante avec le petit B. C'est la désacralisation, on va dire, de ce que les parents attendent du comportement, en fait, de leurs enfants. En fait, c'est assez amusant parce que le petit B, donc avant que la pièce démarre, on accueille les enfants. Il y a un temps d'accueil qui est très important, qui peut paraître peut-être rien, mais en fait, on sait qu'il est très important. On accueille les enfants, on accueille les parents et on fait une mise en corps, en fait. On leur propose de se chauffer comme les danseurs se sont chauffés avant qu'ils arrivent.
Donc déjà, il y a une proposition d'appréhender le spectacle avec un corps qui est chaud, comme celui des danseurs qui sont après sur le plateau. Et c'est le moment aussi où on observe le comportement des parents en leur disant que le spectacle, en fait, il n'est pas destiné qu'aux enfants, et d'ailleurs, il a été pensé comme ça, hein, il est destiné aussi aux grandes personnes. Et qu'il n'y a, voilà, ils doivent le prendre en tant que tel, comme ils sont, à l'âge qu'ils ont. C'est pas une mise en abîme de j'ai amené mon enfant voir un spectacle, donc je regarde mon enfant regarder le spectacle. Ils doivent vraiment pouvoir prendre le spectacle pour eux-mêmes. Et ça, c'est compliqué parce que dès lors que le petit bout d'échauffement démarre, en fait, ils se sentent la mission de répéter ce que la personne à l'accueil est en train de dire. Et donc, ça crée toujours une situation un peu amusante parce qu'on leur dit, mais faites confiance aux enfants puisqu'ils nous voient, puisqu'ils reproduisent, ils n'ont pas besoin d'une oreillette pour reproduire le mouvement qui leur est proposé. Et donc, de fait, pendant le spectacle, ce sera la même chose. Si l'enfant réagit, il réagit. Si l'enfant parle, il parle. Si l'enfant perd de l'information, c'est pas la peine de lui dire « Regarde, il faut que tu regardes ça », bon, etc., etc. Et donc ça, c'est un peu compliqué parce qu'il faut... c'est compliqué. Non, ça n'est pas compliqué, mais c'est intéressant à observer et c'est amusant, en fait, de déconstruire aussi tout ce que les parents, en fait, toutes ces petites forteresses que les parents mettent en place avant d'aller voir un spectacle. Oui, c'est des invitations plutôt que des consignes. Oui, Cora ? Ça me fait réagir parce que je retrouve des choses en partie que je peux voir dans les musées, dans les visites familiales. Alors, on a comparé un peu sur ce questionnement-là où on est parti de ce fait-là que les visiteurs adultes sont souvent, ça change pas beaucoup, mais sont souvent des visiteurs qui ont visité en famille plutôt qu'avec l'école. Et donc, on se demandait qu'est-ce qui se passe dans la formation du visiteur en famille et à l'école. Et on voyait justement dans les familles, des familles, on a suivi de nombreuses familles, des familles où il y a vraiment un projet pédagogique très lourd de la part des parents, et donc ils les accompagnent au musée pour qu'ils voient des choses. Et puis il y en a d'autres qui leur ouvrent la porte des musées, et finalement, ça ressemble plus là maintenant à ce que vous avez dit des familles, mais c'est l'enfant qui est le moteur, et le parent est au service du désir de l'enfant. Et alors on voit des choses au niveau du corps et puis de ce qui est dit tout à fait intéressantes, parce que dans les déplacements, les enfants n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Ils n'arrêtent pas. Ils vont voir un objet, puis ils retournent voir un autre objet qu'ils avaient vu au début. Et puis ils vont dans un sens et ils reviennent. Et donc les parents sont juste là finalement pour permettre quelque chose de sécurisé peut-être. De temps en temps, ils me pointent un truc, mais l'enfant il va ou n'y va pas. Mais c'est finalement l'enfant qui devient le moteur et le parent est au service de ça. Dans la visite scolaire, alors c'est pas pour dire c'est bien ou c'est moins bien ou c'est mal, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est très intéressant de voir que dans les visites scolaires, il n'y a jamais de retour dans le musée. C'est-à-dire on a un espace linéaire qu'on va suivre. Cet espace, il est même décidé avant même que les jeunes enfants arrivent au musée. On sait très bien combien de temps on va passer, où et quoi. Et peut-être que c'est justement cette liberté-là de dire je suis accompagnant et puis certes il y a mon propre désir, il y a le désir de l'enfant et on va voir ce que ça donne. Alors évidemment que ça se produit dans les familles et que ce serait plus compliqué de le faire à l'école, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Mais ça veut dire, comme vous venez de le dire, de réfléchir à ce que c'est. Enfin, parce que là, vous dites les accompagnateurs ou les accompagnants, mais est-ce qu'ils sont spectateurs? Est-ce qu'ils sont accompagnants-spectateurs? Est-ce que, voilà, quelle place pas seulement leur est donnée, parce qu'on entend bien la place que vous leur donnez, mais quelle place, eux, s'autorisent à prendre? Et justement, cette place, ce que vous dites, ça implique aussi, par exemple, dans votre exemple, j'ai l'impression qu'on parle de musées qui sont des musées pas forcément pensés pour les enfants, avec des œuvres qui sont peut-être un peu hautes, par exemple, avec une façon de rentrer, où l'adulte va peut-être plus facilement se sentir comme le devoir de faire comprendre à l'enfant comment on rentre dans l'expérience. Mais, cela dit, il existe aussi de plus en plus de projets
artistiques et culturels qui se mettent à hauteur d'enfants. Donc le Petit B, évidemment, en est un très bon exemple. Vous disiez que c'est un spectacle qui est pour les tout petits, mais qui est aussi en fait pour leurs parents au même niveau. Et je pense aussi, Gaëlle Moreno, peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de la Maison des Histoires, qui est, alors c'est ni vraiment un musée, ni vraiment une librairie, c'est dans une librairie, c'est un espace qui racontez-nous. On a appelé ça un musée à jouer. Donc c'est la Maison des Histoires, c'est un projet École des loisirs et qui a été mené par l'École des loisirs et Camille Kejman, qui est co-directrice aujourd'hui. Donc la Maison des Histoires, on y accède par la librairie, parce que c'est une Maison des Histoires. Et c'est donc un musée à jouer, c'est-à-dire qu'on rentre dans les livres. C'est 9... alors il a fallu faire des choix, parce qu'on n'avait pas un espace immense comme ici, par exemple. Donc c'est 9 univers, 9 livres emblématiques de l'École des loisirs qui ont été mis on va dire, c'est des modules, des structures vraiment à jouer. On plonge dans les livres. Donc là, on voit Max et les Maxi Monstres, c'est la fameuse scène de la danse. L'idée, c'était alors c'est inspiré des musées qu'on trouve beaucoup en Scandinavie, notamment sur des musées de littérature jeunesse. Et donc l'idée, c'était vraiment de proposer un espace où c'est enfants et parents qui sont invités à venir. C'est pas une garderie. C'est vraiment un temps de partage, finalement, comme la lecture. On y découvre, on y passe un moment avec son enfant et on partage une expérience avec son enfant. Alors c'est vrai que c'est l'enfant qui sait comment faire dans ce musée, finalement. C'est pas le parent. C'est ça qui est assez marrant comme expérience. C'est que l'enfant sait tout de suite quoi faire quand il arrive et le parent va suivre l'enfant dans son expérience. Alors ça, c'est assez chouette. Donc là, on les voit plonger dans une piscine de poussins de Claude Ponty. Voilà, mais c'est un espace que vous pouvez découvrir. Venez à la librairie Chante-Livre. C'est sur un site qui s'appelle maisondeshistoires.com. Et voilà, là, on est minusculette. C'est vraiment pour les 0-10 ans. Voilà. D'ailleurs, on pense aussi, évidemment, nous sommes ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc on ne peut pas ne pas citer, évidemment, la Cité des Enfants qui est un peu l'espace par excellence qui accueille les enfants à hauteur d'enfants. Fanny Delmas, est-ce que vous auriez des conseils que vous donneriez aux professionnels de l'enfance ou de la culture qui voudraient faire de la médiation sur l'apprentissage artistique dans la joie et le plaisir? Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est la joie et le plaisir qu'on voit, dont on parle là maintenant. Alors, peut-être commencer par un contrepoint, c'est accepter l'épreuve aussi. Parce qu'on parle beaucoup de l'apprentissage dans le plaisir et c'est quelque chose d'important. Et le plaisir est parfois aussi source d'épreuves et qu'apprendre, ça demande de travailler, d'y revenir, de faire des allers-retours. J'aime bien cette idée de faire des allers-retours dans les œuvres et de passer des moments d'ennui, de perte, voilà, des chemins qui ne sont pas forcément tout lignés. Mais à part ce préambule, je dirais d'abord d'accepter de prendre des risques soi-même. En tant que professionnel, ce qui est important, c'est d'observer l'enfant, son comportement, le comportement du groupe, comme chaque enfant qui vit ce moment-là avec nous, et du coup d'accepter de prendre des risques par rapport à ce qu'on avait préconçu, construit, validé, s'autoriser aussi à inventer des manières de faire médiation qui sortent des chemins plus classiques des modalités d'apprentissage. Je crois j'entends beaucoup parler de ça depuis ce matin, c'est très réjouissant. Et de toujours considérer que peut-être il y a quelque chose qu'on m'a dit plus jeune dans mon parcours et qui me reste toujours, c'est pas le groupe qui est bête, c'est ta proposition qui n'est pas adaptée. Voilà, je pense qu'il y a ça, juste s'interroger beaucoup sur soi. Je pense que c'est les plus grands conseils que je peux donner. C'est bien. Un peu d'humilité face aux enfants. Marion Muzac, vous allez devoir partir dans 3 minutes en répétition. Vous ne pourrez pas être là. Alors, pour les questions du public, du coup, je voulais juste vous poser peut-être une dernière petite question. Profitez de vous jusqu'au bout pour savoir, voilà,
que quand vous allez à la rencontre d'enfants et d'adolescents, vous leur transmettez un goût pour la danse. Est-ce que, justement, comme disait Fanny, est-ce que vous vous mettez aussi en danger? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que eux, ils vous enseignent des choses sur votre métier, sur votre pratique? Ah oui, là c'est un grand oui. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour cette raison que j'aime beaucoup travailler avec des ados, avec des enfants, parce que ça déplace complètement, en fait, et ça remet évidemment beaucoup en question nos pratiques, nos outils, notre manque de fraîcheur aussi, à un moment, il faut le dire, et que c'est assez génial, en fait, justement, de travailler avec des personnes qui sont novices, parce qu'on a des choses à leur amener, mais voilà, le fait qu'il soit un peu... Ouais, oui, un peu. Il y a de la générosité, en fait, derrière tout ça. Il y a une sorte de naïveté, peut-être, mais il y a aussi beaucoup de générosité. Et quand il y a de la générosité, les choses se passent. Et effectivement, c'est toujours intéressant de regarder les choses se faire. En tout cas, moi, je suis... oui, moi, vraiment, j'aime ça. Et c'est important parce que je pense que sinon, je me régénérerais pas, en fait. Donc... voilà, c'est très bien. C'est eux qui vous régénèrent, c'est ça? Oui, oui, oui. Très bien, merci Marion Musac. Et je suis désolée de vous quitter, mais une répétition générale. Donc voilà, c'est... merci d'avoir été la avec vie nous. du spectacle. Merci. Merci à vous. On va juste poursuivre l'échange sur cette idée, encore une minute avant de prendre les questions du public, sur cette idée de, nous aussi, nous sommes des apprenants, nous aussi, adultes, nous avons des choses à apprendre. Cora, est-ce que vous aussi, les enfants vous apprennent des choses? Alors, dans mon métier de chercheur, je peux dire que finalement, on arrive à quelque chose qui est... on ne peut pas avoir de certitude, en fait. Et on observe quelque chose qui est en dynamique, autant les enfants que les situations. Et donc, effectivement, j'apprends et j'en prends sur des nuances. Pas que les enfants soient nuancés, au contraire, les plus jeunes ne le sont pas. Mais je crois que j'aurais envie de dire... je suis de plus en plus, à force de travailler avec les jeunes enfants dans des situations différentes, je suis de plus en plus gênée avec les affirmations. Les enfants n'aiment pas les musées, les enfants n'aiment pas lire, les enfants n'aiment pas apprendre. Voilà, c'est juste pas, c'est pas possible en fait. Les enfants. Ça veut rien dire, c'est ce que je disais tout au début, on est sur quelque chose de pluriel. Alors peut-être qu'on peut montrer une photo que j'avais, c'est la dernière photo que je voulais montrer. Cet enfant-là, que vous voyez, je le connais très très bien, c'est un enfant qui est là, un visiteur en visite familiale et qui a une énergie dingue, c'est-à-dire c'est un enfant qui ne peut que difficilement arrêter de bouger son corps. Bon, alors, à cause de sa mère, il est très fréquent pour lui d'aller dans des musées et il est toujours dans une agitation très grande. Alors, est-ce que ce sont des visites réussies, des visites ratées? Je ne sais pas. Ce sont des visites qui ont lieu. Et là, il se trouve que dernièrement, donc on va au musée Chagall et à l'entrée, il y a les audioguides. Les audioguides, j'ai souvent tenu des propos très critiques là-dessus parce que je dis que le musée est un espace social où on doit être dans cette rencontre avec l'espace et puis en discuter ensemble. Sauf que là, il tient à avoir l'audioguide qui est pensé pour les enfants. Et il est allé devant tous les tableaux, dans une posture que je ne lui connaissais pas, avec son audioguide à tout écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a eu, sur le moment, à part l'espace partagé, pas de temps, pas d'autre chose que je croyais partager. Et puis on a quitté le musée et ça fait un mois que j'entends parler de ces tableaux-là, que j'apprends des choses sur ces tableaux-là, parce que c'était comme ça qu'il avait choisi de faire sa visite. C'était dans une écoute de ce qui avait été pensé pour lui et je n'ai rien vu venir. Pourtant, j'en passe du temps dans les musées. Pourtant, j'en passe du temps avec les enfants dans les musées. Et en fait, je n'ai pas vu venir ce choix-là de aujourd'hui, je suis un visiteur qui se tait, j'écoute et je prendrai le temps de partager après coup. Et ça, c'est vrai que tout d'un coup, ça bouleverse sur des sortes de certitudes. C'est un espace social, ok.
sauf que c'est un espace social dans lequel on peut partager en discutant, et puis il y a des moments où on a envie de partager dans le silence. Et donc, je crois que ce que j'aurais envie de dire, c'est j'apprends qu'il y a des chemins qui sont différents, et selon le moment dans lequel on est, il y a des chemins qui s'ouvrent, des chemins qui se ferment, des chemins qu'on prend et on se casse la figure, mais peut-être qu'il faut un tout petit peu lâcher prise en tant que parent qui accompagne, en tant que médiateur. Je suis tout à fait d'accord sur ce que j'ai entendu là, et de permettre au moment de se déployer. Je suis chercheur en sciences de l'éducation, je suis incapable de dire ce qu'on apprend, ce qu'on n'apprend pas, en combien de temps. C'est pas possible ça. Il y a des choses qui se posent et puis qui germent 6 mois après. Il y a des choses qui se construisent tout de suite, mais c'est pas parce qu'on vient de faire quelque chose, c'est parce que ça avait commencé avant. Donc en fait, multiplier les expériences authentiques, et ça c'est vrai que je l'apprends des enfants, mais je l'apprends des médiateurs qui proposent des choses extraordinaires, et heureusement que la société s'en empare. C'était un très beau mot de la fin, multiplier les expériences. Je pense qu'on va tous retenir ça. Merci beaucoup. Il y a 2 micros qui vont circuler dans le public, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y en a en bas, ici, là. Alors, merci, et je prends la parole tout de suite pour faire un lien avec ce que vient de dire Cohen Azria, parce que depuis tout à l'heure me vient, mais ok, le mouvement, bouger le corps de l'enfant, oui, le mouvement c'est la vie, et bien sûr c'est très important, mais je me pose la question aussi de cette agitation permanente et de ce temps qu'on offre aux enfants. Je crois que vous l'avez dit aussi à un autre moment, Cora, en leur faisant écouter des histoires, et aussi écouter le silence entre les mots, c'est-à-dire en fait écouter à l'intérieur d'eux ce mouvement qu'il y a, le mouvement de la vie, écouter leurs émotions, écouter leurs sensations, voilà, se mettre en lien avec un mouvement intérieur. Et l'agitation ne permet pas ça. Et à vouloir toujours que les enfants bougent, enfin à vouloir, bien sûr, hein, tout ce que vous avez dit est passionnant, mais voilà, je voulais aussi parler de cette possibilité de trouver, d'être dans son corps, d'être pleinement présent et dans le mouvement, sans bouger, en écoutant. Et ce que vous venez de dire avec ce petit garçon, parce qu'on lui a fait écouter quelque chose, à son oreille, il avait une histoire qui lui parlait, et il a pu rester tranquille à regarder les œuvres, et tout ce qui bouge, c'est dedans, quoi. Voilà, je ne sais pas si je me suis très bien exprimée. Je crois que Fanny voulait réagir. Ah bah, ou Cora, allez-y. Juste, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je suis contente que vous reveniez dessus, parce que c'est ce que j'ai voulu dire aussi, hein. Dans l'activité, c'est pas toujours visible, et donc on peut justement être dans cette activité à l'intérieur de soi sans que ça puisse se voir, et le mouvement n'est pas non plus quelque chose qui s'inscrit dans le corps. Parfois, ça peut être juste de l'agitation, et mouvement et agitation, c'est différent. Mais je suis contente que vous reveniez là-dessus, parce que ce serait compliqué pour moi de se dire qu'on a valorisé le mouvement physique uniquement, alors que pas du tout. Je crois que dans tout ce qui a été dit, il y a quelque chose de l'ordre d'une mise en dynamique, et cette mise en dynamique, elle peut passer sur plein de plans différents. Et pour compléter, j'ai envie de donner un petit témoignage, c'est que je fais beaucoup faire la sieste aux enfants dans les studios de danse. Et voilà.
juste. Mais la sieste, donc il bouge pas. Enfin, si, il bouge, mais justement d'arriver à pas bouger, c'est tout un truc. C'est aussi un apprentissage. Et faire la sieste, ça s'accompagne. Ça s'accompagne d'exercices de visualisation, d'écoute, de ce que dans la danse on appelle des pratiques somatiques. Donc, faire la sieste, c'est aussi une mise en activité, une mise en mouvement et un apprentissage. Mais voilà, juste pour. Puis alors par rapport aux histoires, j'ai pas l'impression que justement, moi c'est plutôt le discours inverse, c'est que c'était de dire que quand ils bougent, ça veut pas dire qu'ils écoutent pas. Donc voilà, je pense qu'ils ont, en effet, ils ressentent beaucoup, ils sont capables d'écouter des histoires en étant totalement calmes, mais s'ils bougent, ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas. En tout cas, ça c'est important de le mentionner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois une là-haut. Ça marche pas? Peut-être on peut lui passer le micro qui est en bas. Je crois qu'il y a un problème avec le micro qui est là-haut. Si c'est bon, il fonctionne. Ah non, c'est bon. Parfait. Bonjour, merci pour votre présentation à toutes. J'avais juste une question par rapport au dispositif audio du petit garçon que vous nous avez montré. Qu'est-ce qui est dit dans cet audio, dans cette visite guidée pour enfants? Parce que j'en ai jamais vu en fait dans les musées des dispositifs qui sont directement pensés pour les enfants. Qu'est-ce qui est raconté? Est-ce qu'il va y avoir une atmosphère sonore? Est-ce qu'il va y avoir une histoire qui va pouvoir activer le tableau? Ou plus des informations typiquement Beaux-Arts sur Marc Chagall? Je pense que ce n'est pas ça. Mais du coup, ça m'intéresserait de savoir un petit peu l'essence de ça, en fait. Alors, j'étais pas du tout dans une dimension recherche quand j'étais dans cette visite-là, mais vraiment une visite familiale. Et je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Donc, j'ai pas du tout prêté attention. C'est quand ça a duré longtemps que j'ai écouté juste sur un tableau, parce que c'était pas comme ça que je voulais faire la visite, moi. Et donc, sur ce que j'ai écouté d'un tableau, donc je sais pas si je peux le généraliser, ça commençait par une question adressée à l'enfant qui, est-ce que tu vois dans le tableau ça en haut? Eh ben, tu sais ce que ça raconte. Et alors, donc, effectivement, après, c'était de l'ordre du récit, mais il y avait des appels à l'observation qui étaient faits. Après, c'est vrai que je ne suis pas allée plus loin que ça parce que je me suis dit, là, je ne bosse pas, je vais faire ma propre visite. et donc, je me suis offert un autre temps qui n'était pas le sien. Mais j'ai appris énormément de choses après coup sur des anecdotes associées au tableau parce qu'ils continuent à les égrener là maintenant. Il faudrait voir avec effectivement le musée Chagall s'ils ont leur audio guide sur leur site ou pas, mais c'était vraiment c'était observation et puis récit qui s'imbriquaient. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci. Question égoïste, mais qui j'espère va intéresser d'autres personnes ici. En ce moment, je pense à l'accueil pour les familles dans un futur musée des Beaux-Arts qui est en rénovation et qui est un petit peu en tension avec toute cette question d'interdiction. Peut-être qu'on pourrait quand même accueillir les visiteurs autrement, mais on ne sait pas encore très bien comment. Est-ce que vous avez soit des conseils sur la façon de ne pas rentrer par l'interdiction mais par la permission, ça peut être des exemples de lieux où vous trouvez que justement cet accueil et cette ouverture du musée comme lieu de permission est bien fait? Alors, je ne me permettrai pas de donner des conseils parce que je trouve qu'en tant que chercheur, on n'est pas à toutes les places, c'est-à-dire les professionnels, c'est vous, et vous allez savoir faire, et nous, en fait, on peut juste dire ce qu'on a pu observer de ça. Ce qui a pu être observé, c'est des mouvements de balancier qui permettent pas, en fait, de penser, c'est-à-dire du discours où on interdit au discours permissif.
en fait, ça, c'est pas particulièrement intéressant. Mais ce qui a vraiment fonctionné, c'est de réfléchir explicitement la place des personnes qui sont accueillies, d'être dans une rencontre humaine. Ça veut dire quoi, une rencontre humaine? Ça veut dire les tableaux sont signés par des peintres. Alors, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il veut me raconter? L'exposition est signée par des personnes qui sont là. Ce pas des personnes qui sont mortes d'il y a 200 ans, hein. Elles sont là, elles sont vivantes, et elles me racontent quelque chose. Il y a des intentions de personnes présentes et des intentions de personnes qui sont absentes. Et donc, c'est vraiment réussir à maintenir quelque chose de l'ordre du dialogue. C'est pas grave d'interdire et de pas toucher, ça fait partie de l'éducation et c'est très important. C'est important aussi dans un collectif qu'il n'y en ait pas un qui se mette à hurler alors qu'il a le désir d'hurler. Non, non, ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas dans notre société, dans un lieu comme ça. Donc, ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est aussi de réfléchir à ces raisons-là. Pour que ce musée existe demain, alors il y a des choses sur lesquelles on est contraint de faire, puis il y a des choses sur lesquelles on a des zones de liberté et on peut même choisir ensemble ce qu'on va pouvoir faire. Mais je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure de la nuance, c'est réussir à balancer entre le lieu qui exige quelque chose. Alors, par rapport à une représentation qu'on a, ça, il faudrait le réfléchir, mais par rapport à la réalité même de ce que c'est qu'un musée et les œuvres qui sont là. Et puis, ce qu'on a envie de construire avec les visiteurs. Alors, et puis avec des personnes qui sont là ici dans la salle, j'ai cette chance-là, et je les remercie, d'appartenir à des comités scientifiques, justement, qui permettent de mettre en relation les personnes qui vont prendre les décisions, et puis des débats qui justement interrogent ça, mais je crois que ce qui est important, c'est de garder une dynamique et un mouvement, ne pas partir sur des années sur c'est comme ça qu'on va faire, mais c'est comme ça qu'on va proposer de faire, c'est comme ça qu'on va discuter avec les visiteurs, et puis on va voir comment ensemble on propose des nuances. J'ai absolument pas répondu à votre question. Oui, vous êtes sympathique. Ça me rappelle juste cette question. Je crois que c'est avec l'une d'entre vous, mais je mélange, que j'ai eu une discussion sur le musée Carnavalet. C'est vous, Fanny? Non? C'est pas vous? Bon. Ah non, c'est ça, c'est une invitée de la prochaine table ronde. Peut-être qu'on en parlera. C'est que au moment, alors je vais peut-être pas très bien le dire. Si peut-être, je sais pas si vous vouliez parler maintenant, Daniel, mais. Bonjour, je sais pas, j'ai l'impression que j'interviens. Enfin, je sais pas si ça répondrait à la question. On avait juste discuté parce que je venais de rencontrer les personnes du musée Carnavalet qui faisaient valoir que depuis peu, après les grands travaux de rénovation du musée, ils s'étaient vraiment posé la question de la place des enfants et notamment accrocher 10% des œuvres à hauteur d'enfants. Avec des textes aussi faciles à lire et à comprendre ou une déclinaison en tout cas accessible aux enfants avec des choses qu'on puisse également toucher. Et ce qu'ils m'ont dit surtout, c'est qu'en fait c'était très rare comme initiative et j'étais surprise et je me disais que ça pouvait paraître presque évident parce qu'en plus ça peut bénéficier à beaucoup d'autres publics que le public enfant. Et j'en ai fait l'expérience. En plus, ça n'entrave en rien l'expérience adulte de voir des œuvres accrochées un peu plus bas. Voilà, c'était ça la teneur de notre discussion. Très bien, une discussion qu'on pourra poursuivre donc dans la prochaine table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, et juste le temps qu'il y ait une autre question par rapport à ce que vous disiez là, des tableaux à hauteur d'enfant avec des textes pour les enfants. Je trouve que c'est important de se dire ils sont non lecteurs, mettons des textes. Ça, c'est vraiment intéressant parce que le réflexe de dire ils sont non lecteurs, ne mettons pas de texte, il n'y a pas d'horizon d'attente. Il n'y a pas de « mais vers quoi je vais ?» Les visiteurs sérieux, ils ont des textes, mais moi, j'ai pas. Et puis, dans ces visites familiales, il y a les grands frères, les grandes sœurs qui vont lire pour le petit. Et puis, il y a le parent qui en a plus cassé de la visite et il s'en lasse, mais il ne voudra pas le dire devant son fils. Donc, il va passer au texte pour enfants et puis ça va
permettre de repartir sur des discussions avec les enfants. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant aussi d'aller de temps en temps contre des idées qui pourraient sembler être justes, de dire, bon, un non-lecteur, on ne lui met pas de texte. Il y a une question là-haut. Oui, bonjour. Je voulais savoir si parmi vos recherches, vous aviez une cause à l'origine de cette rigidité, on va dire, à partir du moment où on est censé être dans une activité culturelle sérieuse, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la sacralisation qui était en fonction du lieu et de la pratique. Ce qui m'a interpellée aussi, c'était la partie qui peut concerner les spectacles au théâtre. De mémoire, ils avaient un peu du mal à capter l'attention de leurs spectateurs au démarrage. Les gens venaient faire tout autre chose que regarder ce qu'il y avait sur scène. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez une origine à cette manière de se comporter avec les choses sérieuses ou les lieux sérieux? Merci. Alors, j'ai une piste de réponse pour la situation française et européenne. Quand le musée, alors les musées à la base, je ne parle pas des centres de culture scientifique, technique et industrielle, mais les musées en tant que tels, à la base, ne pensaient pas des publics variés. Hein. On était sur autre chose que ça et des spécialistes, et ensuite le public est rentré, et tout d'un coup, il a fallu accueillir les plus jeunes. Et il a fallu, et tout le monde s'est senti dans cette obligation d'accueillir les plus jeunes. Donc là, je parle que de l'espace musée. Hein. Et les conservateurs étaient très embêtés avec ce public-là. Et puis même, les enseignants étaient très embêtés à devoir sortir dans des lieux, alors il y a beaucoup d'écrits autour de ça, dans des lieux qui étaient poussiéreux, vus comme ennuyants, et avec une vision assez négative de ces lieux-là. Donc en fait, il y avait une intention politique, et on dirait que des fois ça ne change pas, une intention politique et pas de moyens pour agir. Bon, mais ça c'était à l'époque. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place en disant, bon, on doit les accueillir, qu'est-ce qu'on fait? Et le mouvement français a été de dire, si on doit accueillir des jeunes en groupe, ça veut dire qu'on doit accueillir des scolaires, ça veut dire que ceux qui sont formés pour parler à des scolaires, ce sont les enseignants. Et donc, ce sont des enseignants, et aujourd'hui nous en avons encore, des enseignants qui ont été détachés dans les musées pour accueillir les groupes scolaires. Ce qui fait qu'en fait, on voit un mouvement de ce qu'on appelle la forme scolaire, qui est pensé pour l'école, qui a un projet d'enseignement sur un long terme dans des conditions spécifiques. Cette forme scolaire s'est déplacée au musée. C'est-à-dire qu'au début, les spécificités du musée n'ont pas été prises en compte dans cet espace-là. Et donc c'est un déplacement, comme on a utilisé finalement les livres, les manuels scolaires ou d'autres outils, c'est devenu des outils au service de l'école. Et ça a mis très longtemps pour sortir de ça. Au début, les premiers accueils dans les musées pour les scolaires, on a créé des classes au musée. Et puis on s'est dit, bah oui, comme ça au moins ils vont se remettre au travail tout de suite, sinon ils vont être perturbés. Puis après on s'est dit, bah oui, mais enfin c'est ridicule de déplacer une classe pour la mettre en classe, autant qu'on déplace des objets pédagogiques et qu'on les amène en classe. Ça y est, la visite au musée était terminée. Et donc ça a été une longue histoire, et cette histoire elle est intimement liée à l'image qu'on a aussi de la médiation. C'est quoi un professionnel de la médiation aujourd'hui ? Comment on les a pris au sérieux ou pas. Et c'est une très très longue histoire avant de se dire c'est pas un métier qu'on fait, c'est pas un métier comme on a besoin de sous, on est doctorant, on va faire des visites guidées. Non, la médiation c'est un travail à part entière et qui a mis du temps à être reconnu, et je suis pas sûre qu'il soit aussi reconnu que ça devrait l'être. Donc c'est ces faisceaux-là qui peuvent donner une explication à ce côté avec un format un peu rigide de l'accueil des groupes. Je me demande aussi si c'est pas aussi le temps, finalement considérer l'enfant comme public, c'est assez récent, comme un public potentiel, et même considérer l'enfant tout court, c'est assez récent dans notre société, donc peut-être que ça vient de là aussi, il faut beaucoup de temps.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour à toutes, merci beaucoup pour cette table ronde. Vous avez beaucoup parlé du mouvement et notamment le lien entre le mouvement et l'apprentissage avec la danse. Et je me demandais quel était votre avis sur la place de ce mouvement à l'école. Donc je sors un peu du sujet du musée et notamment si vous avez des expériences à partager sur ce sujet. Ça réfléchit. On débat sur qui va répondre. Moi, je pense pas avoir vraiment de réponse à apporter à ça parce que le livre à l'école, non, je pense que je suis pas. Non, désolée, je sèche. C'est pas du tout mon credo. Non, il n'y a pas d'enseignants en fait. Bon, à l'école, non. Peut-être que ce que j'aurais envie de répondre, mais donc de ma place de non spécialiste, je regarde Corinne un peu avec attention, et c'est que moi, je peux, en tant que médiatrice, en allant beaucoup dans les établissements scolaires, ce que je peux observer, c'est deux dynamiques, des équipes éducatives qui vont vraiment utiliser le mouvement ou la mise en dynamique, j'aime bien ce terme, pour entrer dans les apprentissages, et donc on va avoir des classes très mobiles, et on va dire que c'est des pédagogies actives, mais bon, ça fait à peu près plus d'une centaine d'années qu'on les travaille, donc je suis un peu précautionneuse avec ce terme, et d'autres équipes éducatives qui vont privilégier des formes de transmission orale ou écrite, avec des corps très contraints, et voilà ce qu'on peut. Et donc, à mon sens, les deux coexistent. J'ai l'impression que c'est un peu mieux d'être en mouvement, mais je vais laisser parler Cora. Non, mais c'est bien parce que ça m'a ouvert une piste, merci. En fait, c'est toujours cette prudence à faire des réponses un peu généralistes. Effectivement, l'école n'est pas monolithique. Il y a des mouvements pédagogiques très divers, et puis même si les enseignants ne disent pas s'inscrire dans un mouvement pédagogique ou dans un autre, ils ont des façons de faire très diversifiées. Alors, c'est vrai que ça se voit plus avant le collège, et on a ce corps qui peut être en mouvement de façon très très différente selon les espaces. J'ai beaucoup étudié donc les variations pédagogiques, et j'avais beaucoup travaillé avec la pédagogie freinée, où je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant par rapport au corps. Par exemple, les élèves étaient libres de se déplacer. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Les élèves pouvaient arriver à l'école à 8h, le cours commençait à 8h30, et dès qu'ils arrivaient, ils étaient autorisés à monter en classe pour faire ce qu'ils voulaient. Enfin, c'était ce qu'ils voulaient, ça veut dire référer à des formes de travail, de lecture ou de rien du tout, au calme. Voilà. Les seuls élèves qui n'étaient pas autorisés à être libres de leur mouvement, c'est ceux qui avaient perdu leur autonomie, c'est-à-dire ceux qui avaient posé problème à l'ensemble de la classe, et il y avait eu un vote de la classe en disant non, là c'est plus possible, en fait ça peut plus fonctionner comme ça, et donc l'enfant ayant perdu son autonomie était contraint de jouer de 8h à 8h30 dans la cour de récréation quand les autres montaient libres de leur mouvement pour pouvoir jouer en classe ou travailler. Donc il y a des façons peut-être de, je sais pas, de retourner un peu les idées qu'on peut avoir par rapport à ça. Maintenant, ce qui est très compliqué, c'est qu'on entend de plus en plus, et je ne sais pas quoi faire de ça, du fait que les jeunes, et peut-être plus à partir du collège, sont très très agités, et que rester 50 minutes sur une chaise, c'est véritablement coûteux. Et donc on voit se développer toutes ces écoles, l'école dans la forêt, l'école dehors, les expériences aussi, mais ça interroge sur cette dynamique-là entre, il y a aussi à apprendre au corps la pause et le mouvement, c'est-à-dire les deux. Et je crois qu'aujourd'hui, les enseignants, mais malheureusement, la formation enseignante, elle n'est pas prioritaire.
elle n'est pas prioritaire dans nos pays, et même si on dit des choses autour de la formation des enseignants, on leur permet pas véritablement de prendre du recul par rapport à ça. Ils sont dans une forme d'urgence où ils doivent faire avec ce mouvement-là qu'ils ne peuvent interpréter que comme de l'agitation. Mais effectivement, on pourrait se poser la question de savoir comment ça se fait que dans une classe, un élève lève la main pour indiquer qu'il a besoin de sortir aux toilettes. Qu'est-ce que c'est que cette institution qui impose à un enfant de lever la main pour dire où il en est de quelque chose de très intime, et l'enseignant est en mesure de lui dire oui ou non? Il y a des écoles qui ne font pas ça. Il y a des écoles qui ont un point d'eau derrière. Quand on a soif, on va boire. Quand on a faim, on mange. Et puis il y a des écoles qui peuvent pas accepter ça. Il y a des horaires pour boire, pour manger, et il y a des horaires pour aller aux toilettes. Donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Il n'y a pas d'évidence, il y a quelque chose à réfléchir et d'essayer de trouver un espace cohérent qui permette à l'enseignant aussi de dire bon, là moi aussi je suis à ma place. Merci beaucoup. Alors on va accepter une toute dernière question. Je vois qu'il y en a une ici. Ah, il y en a une ici. Alors je suis désolée monsieur, ça sera la dernière parce qu'après on enchaîne. Oui, merci aussi pour votre discussion. Je voulais savoir, en fonction de vos recherches et de vos expériences, qu'en est-il de ces identifications qu'il y aurait au niveau d'enfants plus kinesthésiques que d'autres, plus auditifs que d'autres, plus visuels que d'autres? Et si tant est qu'il y ait effectivement des profils qui sont plus repérés les uns que les autres, dans quelle mesure des enfants qui seraient plus kinesthésiques que d'autres ne pourraient pas faire un petit peu évoluer aussi les approches pédagogiques, les apprentissages via le langage du corps et à travers le corps? Alors aujourd'hui, on est un peu démunis en France par rapport à tout ça. Les établissements prennent... Alors, je ne sais pas comment le prendre. Il y a les étiquetages qui sont faits des enfants et qui viennent souvent de l'extérieur, mais il y a aussi ce que l'enseignant peut repérer chez les élèves qu'il a en face de lui. Et ça a toujours existé. L'enseignant qui repère que pour lui, il y a un peu plus de temps, que lui, ce serait mieux qu'il soit près de la fenêtre parce qu'il a besoin de regarder à l'extérieur plus souvent. Ça y est, on sait très bien que c'est pas le même rythme pour tous et que même si c'est inconfortable, voilà. Après, il y a toutes les étiquettes, mais qui viennent d'un peu partout, avec lesquelles l'école et même certaines familles sont assez démunies, et les enseignants aussi, parce que il y a cette question de la formation et qui est énorme, et puis parce qu'il n'y a pas non plus les moyens. C'est-à-dire qu'il y a des établissements où on a fait rentrer des chaises à roulettes, ou alors des gros ballons sur lesquels certains enfants s'assiedent, mais finalement, tout le monde regarde le ballon et a envie d'avoir son ballon, donc va rentrer dans une agitation telle. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est très porté par le discours de certains parents d'élèves qui alerte sur le fait qu'il y a une sorte d'homogénéité de la façon de prendre le corps et les apprentissages. Mais ça mériterait une véritable réflexion. Merci à tous pour ces réflexions ouvertes. Merci mesdames. On va prendre une micro-pause de 2 minutes avant de reprendre, mais vraiment 2 minutes avant la nouvelle table ronde. N'hésitez pas à vous équiper de casques pour ceux qui ne parleraient pas anglais, car il y aura 2 invités anglophones dans la table ronde qui suit.